La Première Guerre mondiale a marqué dans sa chair un territoire de plus de 700 km le long de la ligne de front. Des Hauts-de-France à la Lorraine, ce sont près de 2,5 millions d'hectares de terrains agricoles qui sont piétinés, bombardés, éventrés. Mais il existe aussi des stigmates invisibles, ceux causés par les obus et les mines présents sous terre et qui polluent aujourd'hui les eaux souterraines de plusieurs départements français. L'empreinte environnementale de la Première Guerre mondiale est désormais à l'étude chez les scientifiques de toute la France. 5 d'entre eux ont accepté de nous guider dans un voyage le long de la ligne de front, à la recherche des conséquences écologiques de la Grande Guerre. Notre voyage commence à La Boisselle, dans le département de la Somme. Gilles Prilot nous a donné rendez-vous sur ces terres agricoles, au milieu des champs de betteraves. Derrière nous, on a un paysage un peu apaisé. La guerre semble très très loin. Et pourtant, le champ de bataille est vraiment tout à fait conservé. Il faut imaginer un paysage complètement dévasté. De la guerre ne reste visible que ce cratère de 90 mètres de diamètre sur 30 mètres de profondeur, le trou de mine de la Boisselle. Le 1er juillet 1916, des officiers gallois vont y faire sauter 30 tonnes d'explosifs. C'est le début de la bataille de la Somme. 7h28, une déflagration énorme va être entendue à des kilomètres à la ronde. C'est le lancement de l'assaut et les Britanniques vont sortir de leurs tranchées pour venir se heurter sur les positions allemandes. Il y aura, à l'issue de la première journée, 6400 hommes qui sont juste morts dans cette parcelle qui est juste derrière moi. C'est une des batailles les plus meurtrières de la Grande Guerre. En 4 ans, plus de 10 millions de soldats tomberont au combat. Sur ces plaines agricoles, il faudra désormais composer avec les empreintes de la guerre. En plein milieu des champs, effectivement, au cœur du champ de bataille, on va trouver, parsemés le long des lignes et à l'arrière, une grande quantité de nécropoles, notamment britanniques. Et il y a aussi les restes de 700 000 corps de toutes les nationalités qui n'ont pas été récupérés à l'issue des combats. À la fin de la guerre, le gouvernement français avait zoné des secteurs du front avec une gradation qui allait jusqu'à la zone rouge. Zone rouge voulait dire plus aucune culture possible pour cause de dangerosité de munitions qu'il y avait encore dans le sol. En gros, une grande partie du département de la Somme, c'était la zone rouge. Et puis dès les années 20, eh bien, on réduit comme peau de chagrin cette zone rouge et la culture est repartie. Mais sous nos pieds, à la minute où on est en train de parler aujourd'hui, eh bien, on sait qu'il y a environ 150 à 200 millions d'obus non explosés sur l'ensemble du front. Il y a les munitions, les obus chimiques, le plomb qui était contenu dans les billes de shrapnel, s'est déversé par milliards dans ces champs et jamais aucune autorité n'a voulu se saisir de ces dossiers qui touchent à la pollution des sols. On sait qu'il faudra à peu près 8 siècles pour dépolluer complètement la région du nord de France et de l'Est. Autre conséquence sur les terres agricoles, la présence d'encombrants vestiges. C'est dans les Hauts-de-France que nous retrouvons Bertrand Lecomte, qui les a étudiés. Nous sommes à l'entrée d'un blocos qui a été construit par les Allemands et ces derniers ont laissé une empreinte. Et donc on voit ce mot Erbaut qui veut dire construction, et construction de la 81e compagnie de pionniers de réserve. La Première Guerre mondiale a laissé des empreintes très fortes dans le paysage. Ce sont les blocos, les abris en béton entre Armentières et La Bassée. C'est sur une ligne de front qui fait à peu près 15 km de longueur. On a à peu près 700 blocos qui sont encore visibles actuellement. Et ça, c'est quasiment indémontable. Ça peut être cassé, mais ça prend des semaines. Ou alors, on peut utiliser de l'explosif. Des agriculteurs ont tenté de faire ça après la Première Guerre mondiale, mais ça a créé des dangers avec des projections qui allaient dans tous les sens. Des gens étaient blessés par les explosions. Donc, le blocos, qui ne peut pas être démoli, reste dans le paysage.
Mais certains agriculteurs les ont réutilisés afin de les transformer en étables, par exemple. Donc voilà un peu comment les habitants, les agriculteurs du coin se sont accommodés de cette persistance des fortifications de la Première Guerre mondiale. Mais si l'agriculture moderne s'est adaptée, la terre, elle, est meurtrie, notamment par les explosions qui ont fait remonter à la surface des terres souterraines infertiles. Les terres bleues, comme on appelle, en fait, c'est une sorte d'argile très, très dure une fois qu'elle sèche à l'air libre, notamment l'été. Les agriculteurs avec qui j'ai l'occasion de parler, ils sentent que les terres sont lourdes, ça accroche en fait. Parfois, ils accrochent aussi des blocs de béton, etc. Et puis, par endroits, en raison de ces explosions, la productivité est moins bonne qu'à 2 ou 3 kilomètres. Cette guerre a marqué les sols et les paysages. Nous poursuivons notre voyage dans la Marne, à la main de Massige, où une association a restauré ces tranchées, vieilles de 100 ans. Pendant la guerre, plus de 150 000 poilus vont manger, dormir, vivre dans ces tranchées. 25 000 y seront blessés ou tués. Un siècle plus tard, Alain Devos poursuit ici même l'enquête des conséquences écologiques de la Grande Guerre. Rien que sur 115 km de front, on a trouvé 13 000 km de réseaux de boyaux et de tranchées, creusés dans la roche, creusés dans le sol. Et si on extrapole, ça correspond à un volume approximatif de 180 millions de mètres cubes, donc 60 fois la pyramide de Khéops. Le creusement des tranchées va générer ce qu'on appelle un grand remuement des terres, où le volume extrait lié à la tranchée va être déposé sur les côtés. On voit bien le creusement qui s'effectue dans la craie, dans la roche littéralement, qui va enlever le sol et le mélanger à un sol déstructuré en surface, de telle sorte qu'après la guerre, jusque dans les années 1950, on va reboucher ces tranchées. Par quoi? Par le matériau qu'on trouve à gauche ou à droite de la tranchée. Et du coup, le sol organisé, au lieu d'être en surface, il est mélangé à un amalgame de roches. Et ça génère, en fin de compte, des contrastes énormes dans les réserves hydriques. Sur des photographies aériennes, on décèle des pousses de végétaux plus rapides ou moins rapides dans les réseaux de tranchées. Mais au-delà des surfaces, ce sont aussi les sous-sols de la région champenoise qui sont aujourd'hui fragilisés par ces vestiges. Ces abris souterrains ont pour objet tout simplement d'abriter la troupe, de l'obusage et des éclats d'obus. Ces abris, souvent, ont été mal rebouchés après la guerre et on ignore leur existence. De telle sorte qu'ils provoquent des désordres géotechniques, affaissements, effondrements liés au vide. Et ces effondrements de cavités souterraines peuvent surgir à tout moment dans un jardin ou à l'aplomb d'une maison, ce qui est plus grave. À la sortie de la guerre, certains villages ont même complètement été rayés de la carte. À 40 km de là, Vauquois, au pied d'une butte qui fut le symbole de la guerre des mines. Il y a un siècle, le village et ses 168 habitants surplombaient les champs. Mais ici, pendant 4 ans, 519 explosions françaises et allemandes ont tout détruit. La guerre des mines, c'est une technique très vieille, qui date de l'Antiquité en fin de compte. Le principe, c'est de creuser des galeries sous l'ennemi pour ensuite faire exploser le bout de la galerie dans ce qu'on appelle un fourneau. Et l'explosion va créer des cratères. Tous les 50 mètres, on grignotait le paysage littéralement sur les positions ennemies. La principale conséquence, elle est morphologique. Et comme on a une forme qui change, toute la dynamique érosive, on parle de géomorphologie, va changer. Exemple, sur les parois, on aura du ruissellement. Et ce ruissellement va apporter des particules fines au fond. Donc généralement, dans les terrains bombes turbés, que ce soit les trous d'obus ou les cratères de mines, on a souvent une accumulation de matière organique anormale, en fin de compte, au fond des trous. Et à l'inverse, sur les parois ou sur les crêtes, on a encore la roche affleurante. Et cette roche affleurante, la végétation a du mal à se fixer. Ici, la guerre y a également laissé une trace invisible et pernicieuse qui touche l'ensemble des eaux souterraines de la région. Direction la forêt d'Argonne, où Daniel Hubé doit nous mener aux sources de la pollution. On a analysé, on a échantillonné cette source 2 fois, tout comme d'ailleurs d'autres sources dans la région. Et cette source-ci montre effectivement des concentrations en perchlorate relativement élevées, au-dessus de 15 microgrammes par litre.
perchlorate, c'est un perturbateur endocrinien qui va agir sur la thyroïde. C'est une molécule essentiellement synthétique, utilisée dans des explosifs à grande échelle en France, en le mélangeant à de la cire, à de la paraffine, etc. Problème, sur plus de 1,4 milliard d'obus tirés durant la guerre, environ 40% n'ont pas explosé. Certains sont aujourd'hui encore sous terre et commencent à s'éroder, comme les mines, dont les composés chimiques se dissolvent littéralement dans la nappe phréatique. On voit que les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont quitté les endroits? Ils ont simplement dynamité les entrées. Et tout ce qui était dedans, il s'y trouve encore. C'est-à-dire que la nappe phréatique est remontée et est venue lécher des explosifs. Il y a encore une grande quantité de munitions sous terre, grande quantité d'explosifs. Il pleut dedans, il ruisselle et forcément, ça ressort vers les sources. Et l'autre histoire méconnue, c'est celle de la sortie de guerre, celle de la destruction de tous les surplus, tous les engins qui n'ont pas éclaté, qui ont été rassemblés à un endroit et qui ont été à ce moment-là détruits. Et ces destructions ont légué dans le sol effectivement de lourdes et de sévères pollutions à un tel point localement que le sol a été complètement stérilisé. Et ces zones de destruction s'étendraient bien au-delà de la ligne de front. Après la guerre, certaines zones tellement abîmées furent alors sanctuarisées. C'est le cas de Verdun. Anaël Hillard nous a donné rendez-vous au cœur de cette forêt de 10 000 hectares. Ici, c'était un champ de ruines. Il y a eu 60 millions d'obus de tirés sur toute la bataille. La terre était retournée et en fait, il n'y avait plus rien. 15 000 hectares ont été classés en zone rouge juste après-guerre. Et en 1923, il a été décidé de reboiser. Il y a eu 36 millions de plants qui ont été plantés après-guerre. Tout ce qui était en feuillu avant la guerre a été laissé en évolution naturelle, en reboisement naturel. Et environ 6 000 hectares ont été en fait replantés principalement en pin noir et en épicéa, payés par l'Allemagne et l'Autriche pour les dommages de guerre. Cette forêt, créée de toutes pièces après la guerre, offre aujourd'hui au territoire une nouvelle topographie, mais aussi une nouvelle biodiversité. De champs, de prairies, de vergers, on passe à une forêt, à des endroits avec des dépressions en eau qui n'existaient pas avant. Donc on va trouver beaucoup d'amphibiens, du triton, des grenouilles, des chauves-souris dans les vestiges de guerre. Donc effectivement, c'est une nouvelle biodiversité. Car les conséquences écologiques de la Grande Guerre sont parfois surprenantes. Nous finissons cette quête dans la forêt de Mignéville avec François Vernier. Je cherche la bermudienne, qui est une petite fleur de la famille des iris, petite fleur bleue au cœur jaune. Et elle est présente, pourquoi? Parce que les Américains, quand ils sont venus en 1917, sont arrivés avec le fourrage de leurs chevaux. En effet, la Première Guerre mondiale fut le théâtre d'une transhumance des hommes, des animaux, mais aussi des graines. Ici, on découvre justement la glycérie striée, qui est une plante de la famille de ce qu'on appelait les graminées, et qui est une plante également américaine, donc plante obsidionale. Alors une plante obsidionale, c'est une plante qui a été amenée par les troupes armées durant les guerres. Il peut y avoir des graines qui tombent au moment de la distribution du fourrage, ou il peut y avoir aussi les déjections. Et ce qui fait que on a effectivement ces plantes qui se mettent à pousser là où le cheval est passé. Et ça, c'est très intéressant de voir que l'homme a détruit un certain nombre de milieux naturels, mais d'autre part, il a aussi enrichi la nature. Elle s'adapte en fin de compte et de temps en temps nous donne des choses réjouissantes. Aujourd'hui, plus d'un siècle après l'armistice de la Première Guerre mondiale, l'eau, les sols et les plantes gardent en mémoire le traumatisme de la guerre. Les conséquences écologiques de celle-ci sont toujours vivaces. Elles nous rappellent que si les hommes ne sont plus là pour témoigner de ce traumatisme, la nature continue à le faire.